tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette autre édition Equinox-Soir. Le mot d'ordre de grève est circulaire depuis plusieurs jours dans toutes les universités d'État du Cameroun. Le syndicat national des enseignants supérieurs, par la voix de son secrétaire général, invitait ses collègues à rester mobilisés et à maintenir la grève avec cessation de toute activité académique. Pour Benjamin Gounungancha, tout devait s'arrêter sans aucune place pour un service minimum. Enseignement, travaux pratiques, travaux dirigés, évaluation, correction. Le constat est clair. Pour la énième fois, les enseignants du supérieur des universités d'État au Cameroun ne sont pas contents car ils revendiquent entre autres le paiement des primes de recherche et les ajustements de changement de grade. Université d'État, la Grogne, c'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Université d'État, La Grogne. Pour en parler, je suis avec Jonathan Batenguene. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jardin. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Voilà, vous êtes sociologue. Effectivement. C'est bien cela. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alain Djipo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et merci de l'invitation. Voilà, vous êtes journaliste et surtout conseiller auprès du directeur de la publication, Le Messager. C'est bien cela. Voilà, bienvenue au débat. Sur ce plateau, c'est une dame, c'est la première fois. Docteur Jeannette Vauguin, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Monsieur vous êtes anthropologue. Tout à fait. C'est bien cela. Oui. C'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la grève qui a été initiée par le Bureau exécutif national qui nous intéresse ce soir. Oui. Et cette grève avait pour effet de réclamer le paiement de la troisième tranche de la prime de modernisation qui avait été instituée par le chef de l'État en avril 2009. Voilà, vous êtes secrétaire général de la coordination pour le littoral, pour l'université de Douala. Pour l'université de Douala. Voilà, je reste donc avec vous. Vous avez appelé à la grève, le syndicat, jusqu'aujourd'hui 18h. Là, il est un peu plus de 19h, il est 19h10. Oui. On est passé à quelle étape? Déjà, quel est le bilan que vous faites de ces 3 jours? Première chose. Un bilan assez positif parce que même ceux qui n'y croyaient pas comme d'habitude se sont alignés à partir de mardi parce que lundi c'était très timide du côté de Yaoundé et n'ayant pas obtenu une suite quelconque, ils se sont tous, même à Maroua où les enseignants ne sont pas souvent nombreux à observer le mot d'ordre de grève, pour cette fois-ci on va dire 95% étaient vraiment du côté des syndicalistes et ce mot d'ordre de grève a été respecté. Il y avait même des examens dans certains établissements. Les enseignants syndicalistes n'ont pas envoyé des preuves, les soutenances ont été suspendues. Donc tout cela montre que les enseignants tenaient à cœur à observer le mot d'ordre de grève qui avait été lancé par le Bureau exécutif national. Alain Djipo, elle a dit que Maroua, qui traînait souvent la panne, a rejoint, on va le dire comme ça, les rangs. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est plus une affaire de Douala, ville frondeuse seulement? Non, je pense que les préoccupations de la communauté universitaire et singulièrement des enseignants de ce niveau sont les mêmes, que ce soit à Douala, à Yaoundé, quand je dis Yaoundé, Yaoundé 1, Yaoundé 2, bref, sont les mêmes dans toutes les universités d'État. Cela dit, c'est quand même assez bizarre que dans une république comme la nôtre, on en vient à clochardiser en quelque sorte ceux qui dispensent le savoir, ceux qui s'occupent de la formation de la jeunesse. Parce que quand ces enseignants ne sont pas dans des conditions optimales pour pouvoir encadrer nos enfants, nos cadets sociaux, c'est tout un problème, c'est toute une génération, c'est l'avenir de nos jeunes qui est compromis. Parce que c'est quand même assez difficile à expliquer que dans une république où on donne des instructions, le chef de l'État donne des instructions, à savoir il faut tout faire pour que les enseignants aient des primes pour accélérer la recherche.
Parce qu'un enseignant au niveau de l'université, c'est la recherche, c'est la modernisation du savoir, de la connaissance. On actualise, pour ne pas dire on up-to-date, la méthodologie et les enseignements qui vont avec au quotidien. Et donc il faut être à la page, et cela nécessite de gros moyens. Ceux qui ont pensé qu'il fallait permettre à cette classe laborieuse camerounaise d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir améliorer leurs performances au plan académique, améliorer la qualité de la recherche et donc impacter sur la qualité également de la formation et donc des jeunes, avaient vu juste en octroyant des primes, même si le montant semble dérisoire, mais quand même, c'était déjà un début de solution à un problème réel. Parce que les enseignants ne peuvent pas, avec leurs salaires qui ne sont pas les plus éloquents, les plus ronflants sur la scène économique, avec ces primes, ils parviennent quand même à joindre les deux bouts. Donc, on est dans une ambiance où on semble ne pas donner la priorité à l'essentiel, dans un univers où on parle, chaque jour, on nous rabat les oreilles avec des thèmes rebarbatifs du genre gouvernance universitaire, alors qu'au quotidien, on n'arrive pas simplement à appliquer un tant soit peu des mesures qui ont été édictées par le sommet de l'État, à savoir faire en sorte que les enseignants soient dans des conditions idoines pour enseigner, pour faire des recherches et encadrer la jeunesse. Ok, Jonathan Batenguene, pourquoi le politique a toujours besoin d'entendre que les enseignants lèvent la voix pour que les choses bougent? D'abord, comment comprendre ça au niveau sociétal? Il faut remettre ça dans un contexte et puis essayer d'articuler toute cette question dans ce contexte. Oui. Donc, il s'agit effectivement de l'université et le cadre où on produit de l'élite, où on construit une élite et où on apprend à devenir une élite. Généralement, les formateurs d'université, qui sont les enseignants, sont considérés eux-mêmes comme la crème de la crème dans la société. Alors au Cameroun, il se trouve que après le départ du colon, la politique universitaire, c'est qu'on a dû appeler aujourd'hui de manière un peu technique, s'il faut emprunter à ceux qui élaborent ces concepts, la gouvernance universitaire est un peu arrivée au Cameroun comme un principe de mode, pas un principe réel de gouvernementalité, s'il faut rester dans le principe même de gouvernance. Donc la gouvernementalité des universités n'est pas venue pour amener des réformes profondes qui permettent de prendre en considération les enseignants-chercheurs. Maintenant, je préfère dire enseignants-chercheurs. Pourquoi? Parce que l'autre partie, cette prime-là, concerne le chercheur. L'enseignant étant déjà à un niveau salarial vraiment un peu rétrograde. Quand on compare les grilles salariales dans la sous-région, la grille salariale du Cameroun semble moins attractive pour ce qui est des enseignants du supérieur. Donc, les enseignants camerounais, voyant ces conditions, le ministère se disait, on aurait pu résoudre ça avec ce qu'ils ont mis comme prime de modernisation et qui finance la recherche. Effectivement, ils ont mis cette cagnotte, mais on n'arrive toujours pas à payer, peut-être dû à des contraintes budgétaires auxquelles l'État du Cameroun doit désormais faire face depuis la montée des crises terroristes. Cependant, au sein même de l'université, on ne sent pas se développer une réelle gouvernance universitaire, c'est-à-dire l'autonomie réelle de l'université qui définit ses contrats avec ses enseignants et puis encadre la recherche en son sein, fait financer la recherche par des mécanismes autonomes qui lui permettent véritablement de faire resplendir la recherche telle que ça se voit
dans les universités où on pratique la gouvernance universitaire. Bon, Jeannette Bouquin, revenons donc à ce que vous reprochez à l'État du Cameroun. Le paiement, c'est un paiement tardif. Vous dites que ce n'est pas encore... La troisième tranche. Oui, la troisième. Vous attendiez la troisième tranche. Dites-nous concrètement. On devrait être en train d'attendre la quatrième tranche. Oui, la quatrième. Mais avant de répondre à votre question, je vais revenir sur ce qu'a dit M. Batengene. Oui. Parce que quand on parle des problèmes financiers que rencontre le Cameroun, cela suscite d'énormes questions parce que récemment, je pense bien la commission multiculture a reçu 700 millions pour l'achat de leur véhicule. Était-il vraiment dans le besoin? C'est la question qu'on se pose. Et ça ne fait pas une semaine, il me semble, que les gouverneurs ont reçu des voitures, des véhicules à hauteur de, si on va au bas, 50 millions par véhicule. Si on multiplie ça seulement par les 10 régions, ça nous fait 500 millions. Donc, je pense que c'est un choix de la part de ceux qui nous dirigent d'avoir leurs priorités qui sont autres que dans un État sérieux, on devrait avoir comme priorité. Parce qu'il me semble que comme c'est affiché dans une université sud-africaine, quand on veut tuer un pays, on ignore complètement l'éducation. Donc ce ne sont pas les armes et autres qui peuvent résoudre notre problème. Donc si on parle de crise financière ou des caisses de l'État qui ont un problème, nous, au niveau de la coordination, on n'est pas ému par tout cela parce que les actes qui sont posés par ceux qui prétendument n'ont pas d'argent, ils dépensent ailleurs. Parce qu'on a vu pendant la campagne électorale, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les préfets ont été désintéressés pour accompagner, pour couvrir le processus électoral. Donc, je pense que c'est un problème de priorité. Et nous, en tant qu'éducateurs en général, on s'est dit, on devrait être payé pour la troisième tranche le 15 octobre. On n'a pas été payé, on s'est dit qu'il n'y a pas de problème parce que de toutes les façons, au risque de ce qui est une crise post-électorale, on ne voulait pas en rajouter, mais on s'est dit du 15 octobre au 30 novembre, il y a de l'argent qui est dépensé. Donc il est temps qu'on pense aux enseignants du supérieur. Et ces enseignants du supérieur sont les assistants, les chargés de cours, les maîtres de conférences et les professeurs. Ça n'a pas été le cas. On a encore patienté. Et je puis vous dire qu'avant que le bureau exécutif, nous à Douala vraiment, la coordination s'intéresse davantage aux conditions de travail des enseignants et à l'insalubrité qu'on peut décrire sur nos campus et à la question de l'assurance maladie. Donc, la prime de la modernisation de la recherche concerne l'ensemble des universités d'État. Et on avait pensé que c'est pas toujours à Douala qui est déjà qualifié de fondeuse et autres d'appeler à la grève pour un problème national qui concerne tout le monde, que ce soit les recteurs, les vice-recteurs, les secrétaires généraux, les conseillers techniques. Toutes ces personnes, curieusement, et les chefs d'établissement, sont des enseignants du supérieur. Donc, on ne comprend pas que ce soit l'administratif qui fait partie du corps enseignant, qui ne booste pas assez pour que nous puissions rentrer dans nos droits, dans les délais. Donc, c'est par devoir que nous avons accepté de respecter l'appel qui était celui autant pour moi du bureau exécutif national, parce qu'à Douala, nous avons des problèmes spécifiques plus urgents qui sont aussi urgents que la prime, mais nous avons notre feuille de route et on a préféré laisser le dossier de la prime au bureau exécutif, mais quitte à ce que le bureau exécutif respecte nos feuilles de route, sinon il est clair que les coordinations, comme le SINES est organisé pour que les coordinations soient autonomes, si à un moment donné le bureau exécutif ne respecte pas les engagements qui ont été pris en interne, ne soyez pas surpris que les coordinations ou les sections se désolidarisent d'un communiqué qui ne correspond pas aux attentes des différentes coordinations. Donc la revendication actuelle qui au niveau national porte sur le non-paiement de la troisième tranche de la prime de modernisation. Et on devrait être en train d'attendre la quatrième et dernière tranche qui devrait en principe être payée, on va dire,
le 31 janvier, si c'est un jour ouvrable, c'est le dernier vendredi du mois de décembre à 14h30. Ça, c'est ce qui est prévu dans la texte. Mais maintenant, on attend de voir ce que le gouvernement va nous proposer. Mais il est clair que nous suspendons le mot d'ordre de grève ce soir et nous avons de jeudi jeudi, vendredi et samedi pour prendre la décision qui s'impose pour la semaine prochaine, parce que il faudrait bien que les enseignants soient respectés, parce que lorsque nous observons, on se rend compte que les 3e et 4e tranches, il faut toujours faire grève pour y avoir droit. Or, lorsqu'on parle du budget, lorsqu'on débat des budgets à l'Assemblée, tout cela est planifié. On connaît exactement combien d'enseignants on a dans nos universités, donc c'est pas comme si c'est le 15, le 1er octobre qu'on devrait commencer à réfléchir sur ce qu'il faut faire, qui sont les ayants droit ou qui ne sont pas les ayants droit. Tout cela est connu longtemps à l'avance. Voilà. Nous souhaitons que cette démarche-là ne soit plus, qu'on n'ait plus à monter au créneau. On a des problèmes qui urgent. Alain Djipo, peut-être avant de rebondir, je vais vous poser cette question. Entre autres griefs avancés par le Bureau exécutif national du SYNES, il y a l'insécurité dont est victime un certain nombre d'enseignants dans les universités et de Buea et de Bamenda. Oui, singulièrement à la faveur du climat instable, du climat socio-politique tendu dans ces deux zones, on assiste quand même à une recrudescence des crimes, des atteintes physiques au personnel enseignant, au personnel administratif de façon générale. Il ne se passe pas de jours, voire de semaines, sans que on ait des comptes macabres des personnes qui sont soit enlevées, kidnappées, soit ont trouvé la mort à la suite, n'est-ce pas, des attaques des bandes, parfois organisées, parfois des séparatistes, parfois des personnes qui au passage chopent des balles qui circuleraient parce qu'il y a des affrontements entre l'armée et ceux qui veulent bien partitionner le pays. Et donc c'est un phénomène récurrent au niveau, n'est-ce pas, des zones anglophones où il y a un gros contingent de fonctionnaires en général qui, pour la plupart, ont préféré décamper parce que vous ne pouvez pas être exposé, vous et votre famille, vous ne pouvez pas être à la merci, n'est-ce pas, des balles perdues ou bien même des balles dont vous êtes même les cibles, dans un climat où tout le monde s'arrange à ne pas trouver des solutions qui usent des solutions durables, parce que depuis que cette situation perdure dans ces zones anglophones, on ne voit pas tellement le bout du tunnel en termes de reprise, en termes de retour de la paix. Chaque jour, c'est des morts qu'on compte par dizaines, c'est des kidnappings, c'est des destructions. Le tissu économique embryonnaire de ce côté est presque laminé par les dégâts collatéraux, n'est-ce pas, de cette situation conflictuelle, qui semble être aussi de la responsabilité des pouvoirs publics, presque démissionnaires, parce qu'on a le sentiment que depuis que 2 ans que cette situation est là, les pouvoirs publics sont aussi un peu extrémistes à la limite, c'est-à-dire aucune concession n'est faite dans le sens d'organiser un dialogue inclusif malgré tous les appels et de la communauté internationale et des amis du Cameroun et de la société civile et des hommes politiques et même des religieux qui veulent effectivement que la paix et la sérénité soient de retour dans ces parties du pays. Donc, c'est une situation qui est malheureuse et les pouvoirs publics ont la responsabilité d'y remédier. Quand j'ai fini d'évoquer ce cas-là, je voudrais pas rebondir, mais frapper sur le même clou que Madame pour indiquer qu'effectivement, certains choix managériaux de ce pays sont très discutables. Elle a évoqué le cas des
des administrateurs civils qui semblent être l'enfant chéri du régime. C'est un corps de métier qui a toujours bénéficié de petites gâteries du gouvernement. On se souvient que au plus fort de la présidentielle, chaque administrateur civil ayant un territoire de compétence avait reçu une gratification du MINAC. L'enveloppe globale culminait à hauteur de 700 millions de francs CFA, sans compter les 2 véhicules mis à leur disposition avec carburant, dotation en carburant et tout, sans compter en ce moment précis le cas qu'elle a évoqué, les 20 véhicules, la vingtaine de véhicules qui a été également... La quarantaine, autant pour moi je suis réducteur, ma modestie m'oblige à l'être, mais c'est pas ça qui est le fait. Le fait c'est que à un moment donné, les pouvoirs publics s'arrangent à dilapider de l'argent. C'est-à-dire on n'accorde pas l'intérêt supérieur de la nation ne passe pas en premier. Dans un pays normal, l'opinion serait même choquée de constater que ceux qui ont la responsabilité de former la jeunesse sont ceux que les pouvoirs publics s'arrangent à clochardiser. C'est impensable que l'avenir de ce pays soit entre les mains des gens qui sont démotivés, qui ont tout le potentiel pour faire des Camerounais des cancres demain. Or, ce n'est pas l'objectif de l'enseignement. L'enseignement a pour objectif de former la jeunesse, de lui consacrer, de le préparer à avoir un avenir meilleur. Si maintenant, à cause des multiples problèmes auxquels font face les enseignants, sans solution sur la durée, si face à toutes ces situations, le moral au talent, c'est la qualité de l'enseignement qui prend des coups. Et je ne suis donc pas surpris, s'il faut rappeler certains faits, que dans le classement des meilleures universités en Afrique, qu'on en vienne à compter seulement une seule institution universitaire publique camerounaise, à savoir l'université de Tchang. C'est une indication de ce que la qualité de la formation, ceux qui s'occupent de cette affaire-là, ont une responsabilité. Ce classement n'est pas, devrait être considéré avec beaucoup de circonspection, non pas de circonspection, devrait interpeller plutôt. Parce que, en fait, les problèmes que les enseignants posent sont des problèmes élémentaires qu'on aurait pu résoudre sans besoin de passer par l'étape de la grève. Oui. Avant même d'arriver à la grève, il y a des comment vous appelez ça? Préavis. Il y a des préavis qu'on fait. Il y a des alertes qu'on lance. Attention, voilà, il y a un retard. Faites ci, faites ça. Personne ne bronche. Depuis, 3 jours de grève. Que dit l'État? L'État c'est l'omerta. Non, je comprends. Maintenant, ils ont mis... Dogo les a reçus, non? Le problème, ce n'est pas de recevoir. Oui. Pour parler comme... C'était lundi, je crois. Oui, c'était lundi, effectivement. Non, mais vous savez que... C'était juste un échange. C'était pas comme si c'était un apportait la solution. S'il faut interpréter la concertation entre le ministre Stéphane Dongo et les enseignants grévistes comme un début de solution à cette affaire, je dis non. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'ouvrir le dialogue à ce moment-là. Les gars ont commencé par marteler, attention, nous voulons ceci, avant tel jour, nous voulons faire ci, avant tel jour. Ils ont dit qu'ils commençaient le ministre n'a rien dit. Ce n'est pas quand on a commencé la grève qu'on doit dire venez, on se parle. Non. Autrement dit, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est cette loi de silence qui choque l'opinion en général. Que des personnes en soient réduites à faire une grève pour que des primes qui sont des primes encadrées par la loi. On demande simplement aux uns aux autres d'appliquer ce que prévoit la loi. Mais personne ne veut respecter, personne ne veut appliquer. Un peu comme la décentralisation. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui, Jonathan, entre autres griefs, il y a la défaillance dans le suivi académique des enseignants supérieurs. Oui. Et en fait, je voulais juste apporter un point complémentaire à ce que disait le docteur Robert tout à l'heure. En fait, disant que la gouvernementale, les techniques de gouvernance au Cameroun ont priorisé la crise, ce n'est pas venir légitimer l'abandon dont on fait les enseignants du supérieur du point de vue des primes qui leur sont légitimement dues.
c'est juste vouloir préciser un point. Le gouvernant, et je crois que j'ai toujours parlé de la référence. Quand on évalue une politique publique, il faut avoir une référence. Le gouvernant a, en termes de priorité, un ensemble de décisions à prendre. Quand le gouvernant dit « je vais prioriser les véhicules de la commission de multiculturalisme, bilinguisme », pour lui, c'est une manière de justifier auprès même de ses bailleurs de fonds son intérêt à résoudre une crise en son sein. Deuxième élément, il y a ces sous-préfets, gouverneurs. Tout le monde sait que lorsque les élections, nous sommes à la veille des élections, les garants de la stabilité du pays, c'est les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs. Parce que s'il y a un résultat qui vient à surprendre la nation, je veux dire alternance politique, il y a bien des caciques du régime qui ne voudront pas entendre parler de cette alternance. Et donc, on se retrouverait avec une situation de crise généralisée. Et le régime, pour éviter de tels scénarios, s'arrange au préalable à construire les effets de l'ordre et de la permanence du point de vue de sa perpétuation. Cela dit, c'est juste une manière de dire les priorités sont perceptibles et compréhensibles dans les actes de gouvernance qui sont posés. Maintenant, ça ne veut pas dire, effectivement, il faut que ce soit ainsi la priorité. Non, c'est une observation que je fais sur un phénomène. Maintenant, il y a un élément. Le déficit ou bien la défaillance d'encadrement, ça a à voir maintenant avec les ratios d'encadrement auxquels on fait face dans les universités. C'est-à-dire, par exemple, pour un enseignant de rang, un professeur qui encadre peut-être 10 thèses de doctorat, et chaque année, le chiffre ne fait que aller crescendo. Mais cet enseignant, où est-ce qu'il trouve le temps? Parfois, le même enseignant a un poste de responsabilité. Le même enseignant est dans l'administration. Le même enseignant doit dispenser des cours. Où est-ce qu'il trouve du temps pour produire, pour se consacrer à la recherche? Comment est-ce qu'il fait pour encadrer effectivement les thèses? Et lorsque les thèses aboutissent, pour celles qui aboutissent finalement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en chemin, tellement le temps peut parfois être long. Donc, lorsqu'elles ont été persévérantes et que ça aboutit, comment est-ce que le budget de l'université est organisé pour permettre à ces nouveaux produits de l'université de vite rentrer dans le système? C'est de ça qu'il est question. La production de cette élite est tellement compliquée du fait de l'absence d'une véritable politique de gouvernance universitaire. Au niveau des universités, parfois, il y a des universités où ça s'améliore. L'université de Douala s'est considérablement améliorée depuis déjà 8 ans, il faut le reconnaître sur ce point. L'université de Tchang est en train de tirer toutes les autres vers le haut. Maintenant, comment est-ce que le ministère lui-même est en train actuellement de mettre sur pied des mécanismes pour s'assurer que la reproduction la production d'une nouvelle élite de qualité est effective? Et comment est-ce que cette nouvelle élite qui accède désormais au statut ou bien qui acquiert les capacités de venir appuyer celle qui était en train d'encadrer est intégrée? Le système nous a proposé, le régime nous a proposé un recrutement spécial de 2000 sur 3 ans. Mais imaginez vos ces gens-là. Dans les 3 ans, nous aurons des départs en retraite. Nous aurons, et je ne souhaite pas, mais ça va arriver, des cas de décès. Et d'ailleurs, le SINES a bien précisé que dans le sud-ouest, nord-ouest, il y a des cas où les enseignants se font tuer. Il y a un enseignant qui était en détachement de l'université de Douala, en détachement à la faculté des lettres. Il était en détachement à l'université de Bamenda. Il est décédé. Il a été assassiné. Il a été assassiné. Il faut le dire. Donc ça peut arriver.
combien vont décéder sur les 3 ans? Est-ce qu'effectivement, alors, on aura avec les 2000 enseignants qui arrivent, une inversion des ratios d'encadrement? Ou bien est-ce qu'on n'aura pas reproduit une situation à l'identique avec un effet d'annonce? Vous voyez que si on se pose la question de cette manière, effectivement, le syndicat a raison. Quelle est la politique de recrutement, d'intégration des nouvelles productions de l'université? Aujourd'hui, ça se fait par à-coup. Est-ce qu'on devrait continuer comme ça? C'est des questions pertinentes qu'il faut se poser. Mais s'il faut revenir aussi sur la question du salaire, la fois dernière, je le disais, Serge Alain, le salaire ne peut pas contenir une prime de recherche à l'université. Cette manière de lier la recherche à la question salariale a quelque chose de dangereux pour la recherche dans nos universités et pour notre monde scientifique que nous sommes en train de construire. La question du salaire doit être sérieusement posée au sein des instances dirigeantes. Il faut effectivement que le ministère élague un bulletin de paie consistant, considérable, le meilleur même de la sous-région, Afrique centrale. Et maintenant, en ce qui concerne la recherche, avoir une véritable politique d'incitation à la recherche. Voilà, Dr Wogeng, il le disait Jonathan Batengene, vous n'avez pas mis le doigt sur le salaire. Vous êtes satisfait de vos salaires? Non, aucunement. Madame sourit. Moi, j'ai l'avantage d'être une femme. Moi, je me demande... Non, je parle des enseignants, hein, pas spécifiquement. Oui, non, je parle justement de... Oui. Parce que dans la catégorie des enseignants, on a la variable genre. On a d'un côté les hommes, on a d'un côté les femmes. Oui. Donc, moi, en tant que femme, je peux m'en contenter, mais je me demande comment font mes collègues hommes. Parce qu'eux, ils ont culturellement de très grosses responsabilités. Non seulement vis-à-vis de leurs épouses, pour ceux qui en ont, mais vis-à-vis de la famille également. Oui. Donc... il est clair que déjà nous sommes les enseignants les plus mal payés, non seulement de l'Afrique, mais du globe. Hein. Non, non, non. Pas, on est les plus mal payés. De la planète? De la planète. C'est ça la réalité. Si j'avais su que vous serez dans le besoin, je vous aurais apporté le résultat. Mais je pense que vous avez ce tableau comparatif là. Donc, bon, on se dit souvent, c'est peut-être par rapport à la grille salariale de l'ensemble des corps constitués ou de l'ensemble des fonctionnaires, mais c'est un salaire qui reste éminemment bas, malgré quelques réajustements qui ont été faits des années plus tôt. Mais je vais revenir sur ce qu'a dit M. Batengene tout à l'heure. Quand il parle de la crise, en 2012-2014, on a toujours fait grève pour être payé. Il n'y avait ni grève, il n'y avait pas de problème... dit anglophone, donc il y avait la lutte contre Boko Haram, des prétextes en fait. Non, voilà, c'est ce que je voulais dire, que ce ne sont que des prétextes, mais comme il l'a si bien dit, c'est l'État en question. 2012, non, 2012 il n'y avait ni Boko Haram, ni crise dite anglophone. Oui. Donc il nous semble que c'est un choix, parce qu'en réalité, lorsqu'on empêche un universitaire de penser, de ne mettre l'accent que sur des problèmes élémentaires, il ne peut pas véritablement faire de la recherche. Mais pourtant, paradoxalement, c'est la recherche qui booste le développement. S'il faut connaître la mentalité des Bensikine, il faut bien que des sociologues, des anthropologues, des psychologues, les littéraires et autres y travaillent. S'il faut connaître le degré de pollution du cours d'eau qu'on dit, il faut bien que les chimistes et autres y aillent pour étudier la pollution, et après on publie les résultats afin de transformer l'environnement. Même une simple question peut être: quel est notre regard sur le patrimoine colonial que nous avons au Cameroun? Et pour pouvoir le faire, il faut faire de la recherche. Donc sans recherche, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Quelles que soient les questions que nous allons aborder, on a besoin de faire de la recherche. Parce que l'une des questions qu'on peut se poser, c'est quand ces recherches sont faites, elles dorment parfois dans nos propres maisons, dans nos propres bibliothèques,
Et quelquefois, dans ce qui sert de bibliothèque dans nos universités, du moins pour l'université de Douala, qui malgré quelques petits efforts reste plus un musée qu'une bibliothèque, parce qu'une bibliothèque doit être accessible aux étudiants et aux enseignants et recevoir le plus grand nombre de lecteurs. Mais ce n'est pas le cas. Donc sur le problème universitaire, il y a tellement de questions et ça nous désole qu'on nous empêche de faire autre chose. Au lieu d'être là on va dire, à quémander le paiement de cette prime. On n'en a pas, nous n'en avons vraiment pas besoin et on reste serein pour que ceux qui prennent ces décisions comprennent que à l'avenir, vraiment, on ne va plus laisser qu'on ne nous paye pas à temps. Ils devraient comprendre que passer le 15 du mois où on doit nous payer, ce sera la cessation des activités. Ok. Alain Djipou, j'ai une autre question sur le changement de grade au docteur. Je prends la question. Oui, non, allez-y, vous voulez intervenir. Oui, je voulais justement dire que, effectivement, j'ai pensé à quelque chose qui me taraude un peu l'esprit. C'est-à-dire que, en fait, quand on observe avec un peu de recul ce qui se passe dans le corps des enseignants de l'université, on se rend compte que le verre est plutôt dans le fruit, c'est-à-dire que parce qu'il y a une hyper centralisation des pouvoirs au niveau du ministère. Pourquoi mon ami Jonathan a utilisé un concept qui m'est cher dans la suite de ce que je vais développer, l'autonomisation. Pourquoi faut-il croire que les universités d'État doivent toutes dépendre les unes et les autres du ministère? Ailleurs, les universités sont des structures, passez-moi l'expression, décentralisées. C'est-à-dire que le fonctionnement est tel que, même quand il s'agit d'un processus de recrutement, c'est chaque université en fonction des besoins qui recrute son personnel enseignant, son personnel d'appui, etc. En termes d'infrastructure, c'est chaque université qui évalue les besoins en termes infrastructurels et dégage une politique à plus ou moins long terme pour résoudre le besoin. Pourquoi on ne peut pas aller, chaque jour on nous bassine les oreilles avec les termes gouvernance universitaire alors que dans les faits on ne voit pas, c'est du leurre. Voilà des mesures aussi simples qui peuvent commencer à s'implémenter sans que nécessairement les enseignants entrent en grève. Hein? Pourquoi il faut toujours que la prime, pour qu'elle soit payée, ça passe par Yaoundé, par le ministère de l'enseignement supérieur? Pourquoi? Je ne comprends pas cela. On est en train de parler de la décentralisation aujourd'hui comme un processus irréversible qui devrait être plutôt accéléré. Même les chercheurs qui sont sur les sujets oublient que l'université doit aussi bénéficier des avantages de cette décentralisation. Donc moi, j'ai envie de demander aux enseignants d'oser aussi revendiquer leur autonomie. Chacun vous semblez oublier ça, hein, docteur. Oui, c'est une préoccupation. Non, ce n'est pas comme si on oubliait, c'est juste que les problèmes, on est encore au niveau des problèmes élémentaires. Oui. En termes je suis désolé de revenir là-dessus, les simples toilettes. Voilà. On en a besoin. Oui, j'ai suivi le docteur Balana hier et parlait des herbes, des hautes herbes. Non, les herbes, on n'est pas encore au niveau des herbes. Je parle des toilettes. Oui. Parce que qui que vous soyez, président, gouverneur, pape, quand l'heure d'aller aux toilettes arrive, c'est un besoin physiologique. Vous ne pouvez pas le remettre à demain. C'est pas comme si vous vouliez de l'argent aujourd'hui, vous dites non, finalement je vais pas aller à la banque, je vais aller dans une semaine. Non, c'est pas. Donc voilà des choses fondamentales. Parce que quand on va inscrire un petit enfant à l'école, les pédagogues disent toujours si l'école est propre, si les toilettes sont propres, c'est déjà un avantage pour votre enfant. Donc vous pouvez l'y inscrire, même si le reste en termes d'infrastructure n'est pas satisfaisant. Donc voilà, je dis bien, c'est parce que vraiment les problèmes élémentaires ne sont pas encore réglés. On va parler des bureaux, des environnements salubres, on n'y est pas encore parce que on est dans le B.A.B. en termes de fonctionnalité.
un bureau où vous pouvez avoir une chaise où vous êtes confortablement assis, où vous pouvez accrocher votre veste le jour, ou votre tôle, une petite armoire où vous pouvez mettre, où vous pouvez ranger vos documents. On est là au niveau de l'essentiel. C'est après cela qu'on peut passer ça va avec l'environnement qui doit être salubre. Or, on n'y est pas encore pour ce qui concerne l'université de Douala. L'université doit être accessible. Faites un reportage et vous comparez l'université de Douala, l'université de Bamenda, l'université de Boya, autant pour moi, l'université de Ngaoundéré. Regardez où ces universités sont implantées. À Ange Raphaël, il y a les vendeurs tout autour, la musique de 6h à 18h. Donc même si vous voulez travailler, vous ne pouvez pas vraiment travailler. Il arrive que le coordonnateur du CINES et quelques camarades, on quitte les espaces qui nous ont été désormais affectés pour aller demander à ces personnes qui sont tout autour de réduire un peu le volume de la musique. On va dire qu'au niveau de Douala, c'est plus une université ludique qu'un espace de savoir, parce que comment on va les appeler, il y a des entreprises qui viennent tout le temps et qui mettent la musique plus qu'à un anniversaire ou un mariage. Et si vous voulez travailler, je vous dis, quel que soit l'heure, c'est un problème. Donc il y a tout cela qui est à pas le fait que l'université se retrouve en plein cœur là. Mais même si l'université se retrouve en plein cœur, les gens doivent travailler de manière collégiale. Oui. Les gens doivent travailler de manière collégiale. Quel est le rôle du sous-préfet par rapport à cette nuisance sonore? Oui. Quel est le rôle du préfet? Quel est le rôle du gouverneur? Quel est le rôle du commissaire? Toutes ces autorités-là peuvent réguler en disant, vous pouvez écouter la musique, mais il y a un style de musique que vous devez mettre. Le volume doit être à un certain niveau. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous parlez tout à l'heure de la faculté de génie industriel, la faculté de médecine. PK17. Oui, PK17. Mais vous imaginez, si c'était des établissements, si c'était des facultés, comme la faculté des lettres, la faculté des sciences ou la faculté des sciences juridiques et politiques, où on a plus de 3500 étudiants. Imaginez le même phénomène, ce serait déporté. Non, j'ai dit non. Écoutez un peu. Oui. Imaginez tout ce beau monde en train de partir de Ndokoti pour PK17. Tout ce que cela va entraîner comme accident d'abord. Non. Avant l'engorgement, il y a l'accident. Nos conducteurs de motocyclettes, ce sont des hors-la-loi pour la plupart. Donc, il y aura plus de morts à décrier de morts estudiantines à décrier sur cet espace-là qu'autre chose. Même là-bas, même comme c'est loin, il y a l'insalubrité qui demeure. Donc, vous voyez, on est encore au niveau des problèmes élémentaires. On n'est même pas encore au niveau des problèmes avec vous. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, c'est pas, peut-être 5 ans, le maire... le sous-préfet Tchakui, il avait engagé une mesure, fermer tous les débits de boissons autour de l'université. On est revenu... en réalité, de ce côté-là, les instruments de la joie font de la résistance, on va dire. À un moment donné, quand l'autorité administrative frappe du pain sur la table, on fait fermer quelques échoppes, quelques boutiques, où le spectacle de Sodome et de Gomorrhe est régulier, et dès que l'autorité a tourné le dos, on se redéploie et plus que jamais. Et on est même allé jusqu'à organiser des castes, des castes. Il y a et même des appellations des appellations de ces buvettes et lieux de loisirs, des lieux mondains qui empruntaient au jargon universitaire. Des bars, cela qu'on appelle rectorat, club UV, campus, etc. Faculté de ceci. Bon, bref. De ce côté-là, on peut noter qu'il y a véritablement un laisser-aller. Et c'est d'autant plus gênant qu'on est dans un espace où on doit produire du savoir. Et donc, il n'y a pas de place à tout ce qui est dilettante, tout ce qui est dilettantisme. Et donc, tout ce qui est un caractère plutôt ludique. On dit que le savoir, je passe sous le contrôle des scientifiques qui sont sur ce plateau, on dit que le savoir est austère. L'environnement du savoir doit obéir à une certaine austérité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se permettre
des nuisances sonores, des pratiques, un genre de dérive, des pratiques déviantes dans ces milieux qui doivent simplement être des endroits clos, comme son nom l'indique. Université signifie endroit clos, et non des espaces poreux à tout venant. Jonathan Batinguene, vous disiez tantôt que ça fait peut-être 8 ou 9 ans que tout est... Il y a eu des améliorations à l'université, mais le docteur Houguin dit que simple toilette, il n'y en a pas. Quand je parle d'amélioration, je parle en termes de production de nouveaux thésards, de docteurs, de nouveaux docteurs. Mais comment on oublie... Là, ça s'améliore. Non, il y a des points. Ici, quand on parle des techniques de gouvernementalité, c'est à plusieurs niveaux. La gouvernance universitaire qui repose sur les principes aussi d'autonomisation des acteurs aurait dû prendre en compte les mécanismes internationaux par lesquels aujourd'hui la gouvernance dans ce milieu-là se place, démarque. Au Cameroun, c'est encore sur une forte centralité, et cette forte centralité a un impact, si bien que Serge, aujourd'hui, tout le monde regarde les budgets plutôt que de regarder comment est-ce que l'université doit fonctionner. En prenant la direction du studio, se produit le journal de 20h. Cédric Nouffelé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 éléments essentiels qui vont meubler ce 20h que vous allez présenter une fois de plus pour nous. Nous parlerons de ces villes situées à l'extrême nord du Cameroun, là où les populations tentent de reprendre goût à la vie après des années passées sous les effets des exactions menées par la secte Boko Haram, notamment à Amchidé, où il y a eu encore un attentat suicide ce jour. Pourtant, les populations essayent de renouer avec des activités ordinaires au quotidien. C'est un grand reportage exclusif à suivre dans le journal de 20h. Nous évoquerons l'impact de cette insécurité et surtout la crise anglophone sur la balance commerciale. Elle atteint un déficit record pour le premier semestre 2018. Tenez-vous bien, le Cameroun a dépensé près de 1600 milliards de francs CFA pour 4 millions de tonnes de marchandises achetées à l'étranger. Pourtant, les recettes d'exportation ont chuté de 25%. Les causes sont à découvrir dans le journal de 20h et nous évoquerons la situation des personnes handicapées au Cameroun. Malgré la signature d'un décret d'application pour la promotion et la protection de ces couches sociales vulnérables, rien n'a changé dans le quotidien. Nous en parlerons dans un instant. Voilà, développement de tous ces titres dans un instant, dans le 20h de Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout de suite après pour Equinox Soir, deuxième partie, dans le débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Alain Djipou, docteur Jeannette Houguin et Jonathan Batinguene. Dites-moi, Jonathan, restons mobilisés à l'ordre municipal et aux législatives. Vous êtes mouvement 11 millions de citoyens, c'est bien cela? Effectivement, c'est ça. Voilà, Cabral a dit au sortir de la présidentielle, il disait que c'est l'opposition qui avait emporté le scrutin. Comment comprendre donc ce langage aujourd'hui? Comme l'a dit un internaute là, est-ce que le RDPC fait partie de l'opposition? Oui, la page est tournée? Oui, effectivement. Pour y répondre, il faut aller dans les étapes de sa démarche. Au sortir de l'élection, il a dit: cette victoire est volée à un candidat de l'opposition. Plus tard, il a revendiqué lui aussi cette victoire. Après, un candidat de l'opposition qui était lui en fait. C'est ce qu'il a dit. Qui est lui? Plus tard, il dit: il faut se mobiliser pour les élections de 2019. Et il dit: Paul Biya a gagné. Ça gêne. Pourquoi ça gêne? Ça gêne parce que beaucoup voudraient qu'il reste... que Paul Biya a gagné? Oui, ils voudraient qu'il reste. Pour eux, la consistance veut dire
devenir jusqu'au boutiste dans le discours. Contester, contester et contester. Cependant, mettons-nous dans ce qu'on appelle une perspective réaliste. Le réalisme, c'est quoi? C'est un individu que vous avez en face de vous, qui est plus fort que vous, qui n'a peut-être pas raison dans les faits, mais qui vous impose sa raison. Une posture, c'est l'idéaliste, c'est de ne jamais reconnaître que cet individu, dans le rapport de force, est dominant, prendre acte de cette dominance et préparer des armes pour inverser le rapport de force. La posture réaliste, c'est celle-ci qui veut que, dans une telle perspective, vous reconnaissiez d'abord la situation de rapport de force défavorable en faveur de celui qui est en face, puis vous dites, je vais me doter de toutes les armes pour me permettre davantage d'inverser ce rapport. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Cabral a-t-il tort de dire Paul Biya a gagné? Personne, même parmi ceux qui vont dire il n'est pas consistant dans son argument, personne ne peut lui opposer une réponse contraire. Effectivement, d'après la loi électorale au Cameroun, le président Paul Biya est gagnant. A-t-il prêté serment? Oui. Le 6 novembre, nous avons tous assisté à la télévision ou en direct à la prestation de serment du président Paul Biya. Est-il le président du Cameroun? Oui, il est le président du Cameroun. Pourquoi donc? Et c'est là où peut-être les critiques font dans ce que j'appelle un idéalisme jusqu'au boutiste qui peut-être, ou à leurs yeux, semble la meilleure méthode de revendication ou de préparation. Cabral dit la cause de notre échec. Et il faut que les gens se le mettent bien en tête. La cause de cet échec de l'opposition, c'est l'absence de personnes en masse lors du scrutin qui a eu lieu en octobre dernier. Si nous avions voté, oui, si nous avions voté majoritairement pour le changement, ça aurait été différent. Le fait de revenir dans la complainte, ce qui est une attitude finalement très camerounaise, on aime pleurer, on aime être nostalgique, on aime se rappeler des douleurs. Et quand on nous propose des solutions, on se dit c'est encore trop difficile. Celui-là rêve d'un idéal. Eh bien, les gens gagneraient à se mettre résolument dans les inscriptions massives des personnes sur les listes électorales, préparer les élections municipales qui arrivent, au lieu de continuer à dire, parce que cette victoire serait, il faut parler au conditionnel, parce qu'ils n'ont plus aucun moyen de prouver que cette victoire a été volée, serait volée. Personne n'a les PV, n'a les 25 000 PV. Personne ne l'a dans les candidats de l'opposition. Personne ne les a. Alors ce n'est que de la revendication. Et ces gens doivent être conscients de ce que, s'ils restent dans cette revendication idéaliste, effectivement, ils restent dans le problème. Ils gagneraient à aller s'inscrire sur les listes électorales, pour la plupart, encourager leurs frères qui ne l'ont pas encore fait, et aller voter massivement. Docteur Wigel, sur ce discours de Cabral Libby, aujourd'hui. Bon, honnêtement, la chose politique... Ça provoque une espèce de levée de bouclier, là. Est-ce que vous comprenez cette attitude? Oui, c'est compréhensible venant des Camerounais, mais je ne veux pas trop me mêler de la politique au regard de ce qui se passe. La politique va se mêler de vous, hein? Oui, en réalité, mais... justement, hein, la chose que moi je trouve toujours positive auprès
du candidat Cabral Libye. Vous permettez, docteur Roguin, vous permettez, Oui. parce que entre autres récriminations faites à l'endroit du CINES, Oui. on dit que On vous... laisse passer la première question. Non, ça revient à ce que D'accord, vous avez d'accord. dit que vous ne mêlez pas de politique. D'accord. On vous accuse justement d'être resté silencieux à la présidentielle. Vous avez refusé de demander aux candidats quelle serait leur politique universitaire en cas d'élection. Est-ce que vous avez affronté on ne va pas dire les 9, disons les 8 candidats? Non, on n'avait pas vraiment besoin de les affronter parce que... Donc, pour faire des propositions. Pour faire des propositions, honnêtement, non. La coordination de Douala s'est refusée à ces jeux-là. Vous ne faites pas de politique? On préfère observer et faire nos suggestions en temps opportun parce qu'il ne sert à rien de s'engager dans un tel combat. Mais on souhaite toujours que la majorité de Camerounais en âge de voter puissent comprendre que c'est un devoir citoyen de s'inscrire, d'avoir une liste, d'avoir une carte électorale et de pouvoir opérer un choix au moment de l'élection présidentielle, législative ou municipale. C'est important de participer à la vie politique parce que de toutes les façons, les décisions qui seront prises auront un impact sur nos vies à tous, que nous soyons du parti majoritaire ou pas. Ok. Alain Djipo. Oui, juste pour réagir à la suite de... Oui, Juste on va revenir. Je vais à la revenir au suite, n'est-ce docteur. pas, de la sortie de M. Cabral Libye. Autant je suis d'accord qu'il faut définitivement tourner la page de la présidentielle et préparer déjà les échéances à venir. Autant je n'admets pas aussi que qu'on fasse des sorties à temps, à contre-temps. Mais c'est pas ça l'homme politique? Non, en fait... Quand il s'était, c'est mauvais? Non, ça dérange aussi? Je ne dis pas que la prise de parole est mauvaise en soi. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Je voudrais juste fustiger le fait qu'on dise une chose et son contraire au même moment. Ouais. Cette inconsistance, cette posture qui change au gré des humeurs et qui n'est pas de nature à créer une certaine crédibilité autour de la personne Cabral. Vous avez vu un peu la toile qui est pratiquement divisée sur la question. Est-ce que c'est pas ça de la politique? On connaît des gens qui sont dans le gouvernement aujourd'hui qui avaient dit des choses en 2008. Oui, mais il faut quand même que l'on sache raison garder à un moment donné. C'est-à-dire que... C'est pas ça l'homme politique? Oui, l'homme politique a besoin de créer autour de lui du buzz, comme on dit aujourd'hui en langage numérique. Parce que je crois que Cabral veut toujours maintenir sa cote de popularité. Alors, faire des déclarations à temps et à contre-temps, c'est de bonne guerre. Pour entrer dans votre logique. Bon, pour moi, ce n'est pas ça l'efficacité de la politique. Nous, on attend Cabral sur le terrain de la mobilisation. Ce n'est pas faire des déclarations sur Facebook. Dire aujourd'hui que l'opposition a gagné la présidentielle et le matin dit que l'opposition a gagné la présidentielle, le soir dit non, c'est Paul Biya. Vraiment, ça ne sert à rien. C'est une instabilité qui traduit peut-être aussi une instabilité psychologique. Je ne sais pas, je ne veux pas en arriver là. Mais la question de fond, c'est simplement que ce n'est pas de nature à rassurer ses partisans et même l'opinion en général. Ok. Docteur Weguin, vous vouliez dire un mot sur Cabral Libye? Restons là. Moi, je disais que la chose qui était positive sur ce candidat, c'était cet intérêt qu'il a suscité auprès de jeunes Camerounais à, n'est-ce pas, prendre part, excusez-moi pour la tautologie, à la vie politique. Donc, ceux qui avaient des cartes l'écoutaient, tout comme ceux qui n'avaient pas de cartes l'écoutaient. Mais quant à ces déclarations, on peut émettre plusieurs hypothèses, parce que avoir dit qu'il reconnaît, l'hypothèse peut être que parce que le président actuel a été investi, lui en tant qu'individu, en tant que citoyen, reconnaît que constitutionnellement, on a accordé la victoire au candidat sortant. Et l'autre hypothèse, c'est que l'opposition aurait gagné
Mais il s'avère que sur le plan, au niveau de l'investiture, c'est plutôt ce candidat-là qui a investi. Mais bon, comme les Camerounais aiment polémiquer, même là où il ne faut pas, moi ça ne m'étonne pas du tout. Parce que voilà deux candidats sur qui on dit, deux candidats, Maurice Kamto et Cabral Libby, sur qui on dit tout et n'importe quoi. Bon, l'avenir se chargera, n'est-ce pas, de nous dire qui était vraiment là pour œuvrer, pour que les Camerounais s'intéressent à la vie politique. Mais il n'en demeure pas moins vrai que j'ai du respect pour tous ceux qui sont dans l'opposition, même ceux qui, à un moment donné, quittent l'opposition pour regagner le parti majoritaire, parce qu'on est dans un environnement très violent, où il faut avoir vraiment, dans ma langue maternelle, on dit qu'il faut être vampire dans ce pays pour faire de la politique, parce que quoi, vous êtes tiraillés de part et d'autre. Parfois, vous vous retrouvez même seul. Donc, toutes ces personnes qui ont tenté d'être de l'opposition sont à encourager et même tirer sur eux tout le temps. Moi, je dis souvent, ma collègue Yvette Balané et moi, on dit toujours qu'ils aillent aussi essayer. Parce qu'il ne faut pas rester dans sa chambre et dire, oh, Kamto c'est ci, Cabral Libby c'est ça, Matomba a fait. Bon, ils ont osé. Et ils sont tous à féliciter parce qu'ils nous ont fait vivre des choses qu'on croyait impossibles dans ce pays. Moi, nous, au niveau de la coordination, on en parle, mais ça reste notre débat où on dit qu'il est important de participer à la vie politique. Ils essayent du mieux qu'ils peuvent et on ne peut que les encourager. Et le premier et le dernier, voilà. C'est important. Alain Djipou, on a vu la ville de Amchidé qui, on va dire comme ça, vit à nouveau, hein. Après beaucoup d'années, on a vu des rues, des images de notre Amadou Daïrou depuis Magua, nous ont montré cette ville fantôme, on va même dire, à une certaine époque. Mais la population revient petit à petit. Pour vous, ça veut dire quoi? Sauf que à côté de ce tableau reluisant, la reprise de l'activité, la reprise de la vie, il y a également un point noir, l'attentat qui a occasionné qui est venu les pertes en pour vie dire qu'il ne dort jamais, l'ennemi. Comme pour dire que l'ennemi ne dort jamais et surtout qu'il faut garder, il faut rester vigilant. D'autant plus que Boko Haram semble avoir plié les Chines, mais n'a pas complètement abdiqué dans son funeste projet de faire du Cameroun une de ses bases arrière. Donc, je pense que si la vie reprend son cours normal à Amphidé, à Kerawa, à Limani, etc., c'est de bonne guerre. C'est une indication que les efforts sont faits pour réduire à sa plus simple expression, pour ne pas dire complètement au silence, la secte salafiste Boko Haram qui a commis des exactions meurtrières, sapant par là le petit tissu embryonnaire économique du Cameroun et notamment l'industrie touristique qui a pris d'énormes coups parce que durant les 4 premières années de la guerre contre le Boko Haram, on n'a pas véritablement vu un boom touristique de ce côté, on n'a pas connu une déferlante touristique de ce côté en raison, n'est-ce pas, du climat d'insécurité, kidnapping par là, attentats par-ci, kamikazes, etc. Donc, c'est de bonne guerre si aujourd'hui on peut reprendre les activités normales du côté de ces villes fantômes de l'époque. Ok. Il y a cette image, Jonathan Batenguene, on a vu un soldat du BIR, d'intervention rapide, faire communion avec la population. Ça vous inspire quoi comme commentaire? C'est la preuve que là-bas l'armée est accueillie en armée de victoire, armée du peuple. Libère. C'est ça, l'armée libératrice. Et c'est aussi le symbole que pour ces populations qui ont vécu de manière violente la calamité de Boko Haram, le terrorisme les avait mis dans une posture où le choix était difficile. Il fallait s'exprimer, mais il fallait surtout trouver quelqu'un qui leur permettrait d'exprimer leur attachement à la République et à la vision républicaine de l'État. Aller à l'école, se retrouver dans l'État laïque, respecter les autres dans leur culture, ça, l'armée leur a permis de retrouver cette liberté de s'exprimer là, et on voit que là-bas, ça danse déjà avec les militaires. Avec les militaires.
Et docteur Wogen, on va terminer avec vous sur cette note, on va dire de satisfaction. Vous parlez de suspension du mot d'ordre de grève. Oui, on s'en tient au communiqué. Les dernières nouvelles sont bonnes apparemment. Non, on ne peut pas dire que les dernières nouvelles sont bonnes parce que ce n'est pas quelque chose, comme on aime dire chez nous, c'est pas jouissif de toutes les façons. Oui. Parce que c'est comme si un voleur entrait chez vous, il violait votre enfant et au moment où il part, vous le remerciez. C'est normal que c'est intéressant, ou je sais pas, c'est important de savoir que de l'autre côté, ils veulent bien désintéresser les enseignants, mais c'est pas la méthode qui nous intéresse. On n'a pas besoin au XXIe siècle, dans un État comme le Cameroun, qui dispose d'assez de ressources, de monter au créneau pour avoir 360 000, 600 000 francs, quand tout à côté, on a juste de simples véhicules qu'un grumier peut écraser à tout moment, qui coûtent 50 millions de francs. Donc, le mot d'ordre de grève, comme je le disais tantôt, reste suspendu parce qu'on respecte le communiqué du Bureau exécutif national, mais on attire aussi l'attention du bureau d'éviter de jouer à un certain jeu parce que s'ils ne sortent pas un communiqué qui correspond aux attentes des enseignants, les sections et les coordinations vont prendre leur destin entre leurs mains et faire ce qui s'impose, à savoir rappeler encore à la grève pour la semaine prochaine afin que tous les enseignants entrent dans leurs droits et pour l'avenir éviter de nous inviter à faire grève pour être désintéressés. Donc dès demain, vous êtes dans les amphis, c'est ça? Oui, ceux qui ont cours à 7 heures, nous les invitons à être dans leur lieu habituel et qu'ils continuent de faire confiance pour ceux qui sont enseignants à l'université de Douala, à la coordination de l'université de Douala, parce que nous allons toujours veiller à ce que leurs droits et les nôtres aussi soient respectés, que ce soit les assistants, les chargés de cours, les maîtres de conférences, parce que la variable ethnique n'a pas sa place pour nous. Seul l'intérêt de l'enseignant nous intéresse. Ok, merci Dr Wogen d'avoir accepté. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités, parce que ça nous donne l'occasion d'informer les parents qui s'inquiètent de ce que leurs enfants n'ont pas suivi les cours depuis lundi. Okay. Nous devons les rassurer aussi. Ok. Merci Alain Djipou, merci à Jonathan Batanguene. C'était un plaisir. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin Equinox Soir, rediffusion 23h GMT. Déjà, et pour cette édition-ci, toute la grosse équipe conduite par Séverin Touban vous donne rendez-vous demain à 19h. Rediffusion dont, je le disais tantôt, 23h GMT. Il sera minuit à Minta.